La vie est une suite constante d'expériences. Plus on en fait, mieux c'est. Nous sommes Selma et Swazik de Séraphin.légal. Avec Parole de juriste, nous vous proposons de décortiquer pour vous les parcours de juristes d'entreprises inspirants. Ils vous partageront leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes et tous les conseils utiles aux nouvelles générations de juristes. Notre objectif, vous mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète. Bonne écoute! Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour à toutes les deux. Comment ça va? Ça va très bien, très très bien. Écoute, avec Swazik, on est très très contente de te recevoir aujourd'hui, comme tous nos invités. On le dit chaque semaine, mais on est très très contente de vous recevoir. On a eu l'occasion d'échanger avec toi lors du deuxième confinement. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, c'était au mois de novembre à peu près. Exactement, ça faisait quelques mois que j'avais rejoint Séraphin de mon côté et je t'avais sollicité pour en savoir un peu plus sur ton expérience, ton quotidien, tes challenges en tant qu'ancien directeur juridique. Et t'avais pris le temps, t'avais pris 1 heure avec moi au téléphone pour justement discuter. D'ailleurs, ça m'avait beaucoup aidé. Donc merci encore de prendre ce temps-là. C'était passionnant Selma et c'était passionnant pour moi aussi dans une phase de prise de recul par rapport à ma profession et mon quotidien. Donc c'était aussi très intéressant de se rendre compte de choses que j'avais pu faire ou pratiquer et de les repositionner en fait. C'était doublement intéressant en fait. Bon, bah écoute, ravie. Ce que je te propose dans un premier temps, Christophe, c'est que tu puisses te présenter. Ouais. Ok, donc je m'appelle Christophe Diver, j'ai 49 ans, je vis sur la formidable métropole lilloise. Je suis marié à une formidable encore bibliothécaire et je suis papa de 2 enfants, 2 ados en puissance, donc je suis bien occupé. Ah, ils sont pas formidables, eux. À définir. Voilà. Et avant de parler de droit, mes passions en dehors du droit, c'est le sport, on en reparlera, c'est la bande dessinée, les synthétiseurs analogiques, et j'adore aller dans les concerts aussi, depuis mon plus jeune âge. Et là, ça me manque énormément. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant ? Quand je voulais être enfant, en fait, non. Comme beaucoup d'enfants, je savais pas forcément ce que j'allais faire. Par contre, je me souviens fort bien que j'aimais bien apprendre, construire, m'amuser, échanger avec les autres. Et surtout, une chose qui m'a super occupé avant de savoir ce que j'allais faire, c'était j'adorais les sports collectifs en fait, et surtout l'état d'esprit. J'aimais bien, parfois dans un contexte, me dire on n'est pas forcément les plus forts, mais on va s'organiser, on va se fédérer, on va être tactique, on va être organisateur. Et c'est pas pour rien. Là, je vous livre un secret, mais on est qu'entre nous. Dans les équipes de sport de jeunes, en foot, en basket, on me surnommait capitaine. Ah oui. Voilà. Et ce qui m'intéressait, c'était de gagner, de battre collectivement des plus forts que soi, en étant organisé, en optimisant les qualités de chaque membre de l'équipe, en compensant nos faiblesses, en analysant l'adversaire. C'est pas forcément le sujet du jour, et de toute façon, j'ai pas fait de carrière pro. Mais au final, j'ai toujours bien aimé ça, et l'idée du sport, et plus particulièrement du sport co, a toujours été ancrée dans mon état d'esprit quand j'étais en fonction en tant que juriste d'entreprise, en fait, parce que je trouve que l'entreprise est une sorte de stade à ciel ouvert dans lequel on n'arrête pas tous les jours. Des courses de fond, des marathons, de la compète, des blessures, des échecs, il faut s'entraîner. Donc voilà, j'ai toujours aimé ce parallèle, en fait. Donc c'est ce qui a rythmé ma jeunesse. Quand tu veux, pour un match Séraphin contre ton équipe lilloise, peut-être tes anciens collègues de chez Kiloutou. Ouais. On a des footeux, d'ailleurs masculins et féminins, puisqu'on prône le foot aussi féminin chez Séraphin et puis de manière générale. Donc quand tu veux pour jouer et puis éventuellement te gagner, parce que je suis sûre qu'on pourra te gagner. Bon, d'accord, mais j'analyserai votre jeu avant. Non, mais les sports collectifs, je pense que c'est un vrai lien avec le monde de l'entreprise, parce que on peut être juriste d'entreprise unique, mais souvent on est au sein d'une direction juridique, et donc justement il faut apprendre à s'écouter, à se regarder. Enfin, moi j'ai fait pas mal de volets et pas mal de compétitions quand j'étais plus jeune, et je pense que ça sert mine de rien à avoir un certain état d'esprit. Ouais, et puis aussi tenir compte de l'environnement. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ça aussi. Donc, ça fait partie aussi de la façon dont on doit aborder une compète ou un match ou un dossier. C'est de comprendre ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est assez fédérateur et ancré en moi. Donc, je vous en parlerai souvent, sans doute. J'en parle souvent à mes propres clients aussi.
Bon, bah écoute, super. Et justement, en parlant d'environnement, j'ai eu la chance de recevoir ton CV et surtout d'aller sur ton profil LinkedIn, qui est quand même assez intéressant, particulièrement intéressant, je dirais même. Et t'as commencé ta carrière au sein de la grande distribution, donc au sein d'Intermarché en tant qu'assistant juridique. T'as ensuite effectué un bref passage en tant que juriste pendant un an chez Méga Cinéma. Donc Méga Cinéma, si je ne me trompe pas, c'est les cinémas Mégarama. Non, du tout. Oh, attention, c'est les concurrents, Selma, là. Il va falloir qu'on reboucle l'enregistrement, sinon. Non, c'est les cinémas Kinépolis. C'est un groupe belge qui est spécialisé dans les multiplex cinématographiques et qui, à l'époque, à Lille, avait créé le plus grand cinéma de France avec environ 8000 fauteuils répartis dans 25 salles. Enfin, ça avait été au milieu des années 90 un événement, et donc c'était le début des multiplex, et lorsque j'étais là-bas, donc c'était un bref mais intense passage en matière d'implantation de ce genre de complexe de loisirs, en fait, parce qu'il y avait plein d'autres choses que les cinémas autour de tout ça. Bah, désolée. ou pas d'ailleurs, parce que bon, bah voilà, c'est quand même assez drôle. Par contre, Intermarché, c'est bon. Et donc, après Méga Cinéma, en 2000, t'as rejoint Kintou, un des leaders sur le marché français d'allocation de matériel. Tout le monde connaît cette marque, Kintou. On voit les outils partout sur les chantiers. Vraiment, on peut pas passer à côté de Kintou. Et justement, ton CV est particulièrement impressionnant en termes d'évolution de carrière, et particulièrement au sein de cette entreprise, parce que tu as commencé, encore une fois, en tant qu'assistant juridique à tes tout débuts, puis juriste, puis responsable juridique, jusqu'à devenir directeur des affaires juridiques. Déjà, bravo. Et puis, est-ce que tu veux, ou tu peux, nous expliquer comment tu as réussi à gravir ces différents échelons ? Bah oui, tout à fait. Enfin, je vais quand même préciser déjà que j'ai rien fait de mal, hein. Il y a aucune affaire qui va éclater ou quoi que ce soit, donc j'ai rien fait de mal. Non, blague à part, je pense. Ton travail. Voilà. Ouais, voilà. Non, mais là aussi, j'aime beaucoup le sport. Je l'ai dit avant. Après, je pense que j'ai toujours été moi-même. J'ai jamais rien calculé, et surtout, je me suis ancré dans de fortes convictions, et en essayant de m'immerger à fond dans mon entreprise, quoi, que ça soit chez Intermarché, Kinépolis ou Kiloutou, j'ai toujours fonctionné de la même façon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le point commun à ces trois expériences, c'est que je suis parti, en termes de fonction juridique, d'une page blanche ou d'une quasi-page blanche. Il n'y avait pas grand-chose, en fait. Donc, il a fallu tout structurer, prendre en main. Vous prenez l'image de bureaux parfois vides, un ordi sans données, des archives perdues un peu partout. Voilà, c'était à chaque fois un démarrage dans ce contexte, en fait. Et ça t'a pas fait peur ? Non, parce qu'en fait, j'ai pas su tout de suite ce que je voulais faire. On n'a pas forcément parlé de mes études, mais c'est arrivé très tard, en fait, ce que j'avais envie de faire. Et c'est des stages qui ont été déterminants chez moi, même après le DESS. En fait, j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats en droit des sociétés et un stage au sein de la société MBK Industrie, groupe Yamaha. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai eu une révélation, en fait, sur le monde de l'entreprise. Je me suis dit, mais voilà, j'ai fait du droit, ça me passionnait, mais sans plus, et j'ai pas honte de le dire aujourd'hui et face à vous. Et donc, je dis souvent que c'est plutôt l'entreprise qui m'a amené au droit, moi, plutôt que le droit qui m'a amené à l'entreprise, vous voyez. J'adorais tout ce qui tournait autour de moi, les autres fonctions, les autres supports, les gens autour d'une chaîne de montage, ou les gens qui font du marketing, de communication, pardon. Enfin, tous les métiers m'intéressaient, en fait. Donc c'est pour ça que petit à petit, j'ai accroché le wagon et je me suis intéressé au travail des opérationnels, en fait. Et en me disant, bon, voilà, toi, on t'a appris des choses, tu sais faire des choses, et tu vas apporter ta pierre à l'édifice. Donc c'est comme ça que ça s'est fait petit à petit, en fait. Mais tu soulèves une question intéressante, c'est celle de la formation à l'université et de l'absence de côté pratique, sauf en dernière année, où on fait des stages généralement. Enfin, moi, par exemple, j'ai fait un DEA ou un Master 2, donc clairement, j'ai fait aucun stage. Et lors de mon premier stage en cabinet d'avocat aussi, j'étais un peu une poule devant un couteau. Et c'est dommage qu'on ne mette pas ça assez en avant dès la première année ou dès la seconde année. Ouais, alors je pense que ça change. Moi, je l'ai vu en tant que responsable de service. On a des stages plutôt tiers-temps, etc., plusieurs jours semaine, et qui sont bénéfiques pour tout le monde, en fait, que ça soit pour les étudiants ou pour les entreprises. Ou l'alternance. Si on prend les anciens stages, voilà. Après, oui, effectivement, la question que tu soulèves, Swazig, elle est importante. Elle est au cœur de beaucoup de choses dans l'évolution de nos métiers. Et même si beaucoup de choses intéressantes se font, c'est toujours assez criant, quoi. Et des anecdotes, on en a tous à raconter. Enfin, moi, par exemple, j'en ai une au début de ma carrière
où mon premier patron me dit non mais l'explication que tu viens de me faire de ton dossier, elle me va pas, t'as dit un gros mot. Donc tu ressors. Donc je suis rentré dans le bureau, j'ai refait mon explication, il m'a dit non, t'es encore en train de dire un gros mot. Ah bon? J'ai dit c'est quoi? Il m'a dit tu me parles de jurisprudence. Ah, Oui. désolé, j'avais fait mon commentaire d'arrêt et tout, voilà. Et en fait, il m'a dit mais non, mais moi je veux autre chose. On a un problème, voilà, viens, je te prends avec moi, on va voir ce qui se passe dans les bâtiments, etc. C'est un problème immobilier. Maintenant, il faut qu'on trouve une solution. Et voilà, ça a été hyper enrichissant pour moi de pratiquer. Voilà, donc. Et plus concrètement, moi, j'aimerais bien savoir justement comment on passe de juriste à responsable juridique. À quel moment ça s'est fait, et puis comment on te l'a proposé. Est-ce que tu avais des qualités qui ont fait que on t'a proposé ce poste, et comment ça s'est passé concrètement? En fait, on va revenir surtout sur le dernier poste. Chez Kiloutou, en fait, j'ai été recruté d'abord par l'actuel DRH, et il y avait un juriste en droit social à mi-temps, une juriste en droit des affaires à l'époque quand je suis arrivé en 2000. Et après, il y a eu des changements en interne qui ont fait que le DRH, on lui a demandé de devenir DRH. Et lui m'a proposé de dire est-ce que tu veux reprendre la fonction juridique corporate, qui était, c'est-à-dire moi-même et la juriste en droit des affaires. Et en me disant il y a un nouveau directeur financier qui arrive, maintenant on travaille plus ensemble et tu vas travailler avec un nouveau. Et donc voilà comment ça s'est fait. Donc on a pris nos petits dossiers, nos petites armoires, puis on s'est raccroché à une nouvelle fonction, un nouvel univers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un moment où l'entreprise, c'était une grosse PME française, quoi. On était à des années-lumière de ce que c'est devenu après. Et après, on s'est accroché, j'emploie souvent l'expression de dire on a accroché le wagon toujours aux opérationnels et à l'activité, et on a accompagné l'entreprise qui a traversé des phases de développement juste énormes. On a d'abord fait énormément de croissance interne, on est passé de 75 agences à environ 300 agences en quelques années de temps, on a traversé 3 LBO en 19 ans, qui ont été très structurants, qui nous ont amené à faire de la croissance externe, et après on a fait de l'international aussi à partir de 2014. Donc en fait, tout ça, quand je me retourne, je me dis, on a pris les sujets un par un, puis en pratiquant beaucoup de bon sens tous les jours, tous les matins, et en se disant, voilà, quel est l'intérêt des gens pour qui on travaille, évitons de faire du droit. Le leitmotiv, c'était aussi d'avoir une fonction juridique en amont, on n'était pas là pour traiter du contentieux. Comme je le dis souvent, je voulais pas non plus créer une armée de Mexicains à empiler les profils et les gens pour dire, voilà, on va résoudre tous les problèmes de la boîte. Parce que je pense qu'il y a aussi un principe super important, c'est de dire il vaut mieux traiter des problématiques que de traiter des problèmes. C'est quand même plus intéressant. Et donc on y a mis beaucoup d'organisation. Je pense que c'est ça aussi qui a fait la réussite de tout ça et de l'équipe avec qui j'étais. C'est que j'ai toujours aimé bien organiser les choses. J'attache beaucoup d'importance à la qualité, la source d'information, savoir où on est, savoir dans quel domaine on est, gérer les connaissances juridiques, enfin capitaliser tout ça. Et je m'en suis rendu compte très vite avec les LBO où les audits se sont très bien passés à chaque fois. On avait quand même plutôt des félicitations de jury à chaque fois, également en cas de contrôle fiscaux ou URSSAF par exemple. Donc ce qui m'a montré dès le début que il fallait structurer très vite quand bien même on était plus petit. Et on a vu que cette structuration très tôt nous a permis d'accompagner la croissance de la boîte. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de nous dire d'un seul coup, on est complètement perdu ou paumé sur tel ou tel sujet. Sincèrement, il n'y a jamais rien qui nous a forcément affolé comme ça, parce qu'on avait toujours posé des graines par-ci, par-là. Il y a même des fois, on avait sorti des sujets, on n'a pas pu les sortir des cartons, mais on les avait traités, et quand c'est redevenu un serpent de mer et que c'est ressorti, on était prêt. Pardon, excuse-moi, je te coupe. J'ai une question un peu annexe, mais lorsque tu as pris le poste, donc tu parlais d'une jeune femme avec toi, oui. Vous étiez collègues avant ou pas du tout? Oui, elle est arrivée à peu près en même temps que moi et elle s'occupait de la partie droit des affaires. Et du coup, ça n'a pas été compliqué de passer de collègue à manager? Non, ça a été, écoute, chacun a trouvé ses marques et puis surtout chacun avait, on était, on va dire, une équipe assez restreinte, puisqu'on était deux finalement à poser les fondations de tout ça. Ouais. On est de la même génération, voilà. Et puis après, on a choisi ensemble de recruter une assistante pour gérer une partie du contentieux. Enfin, tout ça s'est fait assez naturellement et voilà. Et après, moi, je traitais plus particulièrement les sujets de droit des sociétés et droit immobilier. Donc chacun avait plutôt sa partie et moi mon rôle était de l'accompagner aussi elle était là d'un point de vue technique et moi j'étais là pour donner peut-être un peu plus de vision ou d'organisation dans tout ça en fait.
Et quand justement est arrivé le moment où on t'a proposé des postes à responsabilité, justement, est-ce que c'est venu de toi? C'est toi qui as fait cette proposition ou c'est plutôt ton management qui est venu vers toi en te faisant... Ah non, c'est toujours, on me l'a toujours proposé en fait. Je vous ai raconté la première fois. Après, c'est suite au premier LBO qu'on m'a dit, maintenant on va te passer responsable juridique parce que vous êtes 3 ou 4 maintenant. Et le titre de directeur juridique, on me l'a donné après le deuxième LBO parce que voilà, c'était donc non, je suis peut-être trop poli parfois et trop gentil. J'ai rien demandé et comme je l'ai dit au début, je laissais les choses se faire assez naturellement. Et justement, t'en parlais, t'as effleuré un peu le sujet, mais j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus. Comment t'as fait pour structurer la direction juridique et justement accompagner la forte croissance de Kiloutou? Bah en fait, on a essayé de susciter les besoins à chaque fois. Donc on a essayé de déterminer quels étaient les sujets. Donc il y avait 2 gros sujets au départ, qui étaient le droit immobilier et la partie droit des affaires. Le droit immobilier parce qu'on avait une politique de croissance interne très forte. Hein. Certaines années, on a ouvert 30 agences par an en 2001-2002. Donc on y a mis beaucoup de méthodes et on a tout de suite compris que c'était un sujet important. Donc on y a mis de la méthode, je me suis positionné comme une sorte de juriste un petit peu catalyseur, comme je le dis souvent. Donc j'ai rapproché les services expansion, les services travaux. Par exemple, j'ai proposé qu'on tienne la plume dans toutes les négos. Donc on a créé un bail unique, un bail type qu'on pouvait proposer aux gens, alors que précédemment on avait une kyrielle de baux différents et c'était autant de négos différents. Donc on a dit on va essayer de la jouer un peu plus en amont, rouleau compresseur, fournir des choses clés en main pour faciliter les négos. Puis on a mis de la fluidité, donc on avait organisé par exemple ce qu'on appelait les réunions de JET, juridique, expansion et travaux, qui permettaient de mettre de la fluidité avec d'autres fonctions sur des sujets pour que chacun puisse y trouver son compte et surtout qu'on aille plus vite dans des dossiers qui devaient aller très vite. De l'importance de la communication. Exactement, et du travail collaboratif, de la gestion des collègues, du transverse, etc. Enfin, et les réunions de JET, même si je suis plus là-bas, je pense existent toujours et font toujours partie du paysage de l'immobilier là-bas. Et on retrouve les sports collectifs. Les sports collectifs, tout à fait, et dans l'équipe, il n'y avait pas que des juristes, effectivement. Après, pour donner un autre exemple, plutôt sur la partie droit des affaires, on a accompagné très tôt ce qu'on appelait notre réseau, nos agences. Donc, on avait développé dans un intranet des courriers types, des situations types, enfin, des cas d'usage, etc. Nos clients, en fait, étaient les agences. On n'était pas en front avec les litiges des clients externes, en fait. C'est pour ça qu'on voulait former nos opérationnels. Les gens qui chez nous étaient devant les clients, les commerciaux, etc. On essayait de les former au droit ou à des cas d'usage type pour éviter de se prendre tout en direct et être noyé. Donc c'était ce qu'aujourd'hui on appellerait diffuser la culture juridique ou de la pédagogie du droit pour gérer ça en étant peu nombreux, hein, puisque je vous ai expliqué avant qu'on multipliait le nombre d'agences chaque année de façon assez forte. Ah, et puis au-delà de les former, vous leur avez donné justement les outils types, enfin les outils qui leur permettent d'agir avec en toute autonomie, des outils clés en main finalement pour pouvoir travailler sans nécessairement vous solliciter quand ça n'est pas nécessaire. Exactement. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet qui m'avait marqué, où j'avais fait preuve d'énormément d'humilité. Ça devait être en 2002 ou 2003. On était au tout début de la structuration de tout ça. Virginie, ma collègue, avait mis en place pas mal de choses avec le réseau. On avait présenté tout ça à d'autres directeurs juridiques dans le Nord. Et le directeur juridique d'une grande enseigne m'avait dit « Mais c'est super intéressant votre truc, j'aimerais bien vous voir ». Et en fait, on s'est revus un petit peu après. Et il m'a dit « Mais chez moi, on est à des années-lumière de faire ça. » Et c'était un grand groupe, hein. Et ils ont dit mais moi j'embauche des juristes pour répondre au téléphone parce que dans les magasins ils passent les clients mécontents à mes juristes. Ah oui. Et je lui ai dit voilà. Et là j'ai pris conscience et c'est une boîte qui avait des années, des dizaines d'années d'existence, mais qui aujourd'hui est devenue beaucoup plus carrée là-dessus. Mais à l'époque ça m'avait fait prendre conscience que voilà il faut, même quand on est petit, c'est le moment de travailler, de mettre des choses en place. Et finalement, après, c'est là où vous me demandez quel est le parcours, mais après, on se rend pas compte forcément des bonnes habitudes qu'on a pu prendre ou des choses qu'on a faites parce qu'elles s'enchaînent et le cercle vertueux se met en place, en fait. Ouais, alors après, tout n'est pas rose, hein, c'est pas toujours le monde des bisounours, comme on disait souvent, mais justement, quand il y a des urgences ou des problèmes, quand le plus classique tourne et roule, on est vachement content, en fait. On peut se concentrer sur des urgences ou des gros problèmes à valeur ajoutée pour l'entreprise.
Mais je pense que le recul aussi vient d'échanges qu'on peut avoir à l'extérieur dans des cercles ou dans des associations où on se rend compte des méthodes de travail des autres, et c'est pas pour critiquer, c'est juste pour se prendre les pratiques de chez chacun. Ouais, tout à fait. Et ces directeurs juridiques du Nord, tu les avais rencontrés dans quel... Oui, c'était à l'époque, j'étais dans un cercle de directeurs juridiques parce qu'on faisait avec qui le tout, c'était avant Noël BO, on faisait partie des cercles de la famille Mullier, donc c'est comme ça qu'on se connaissait, on se voyait à peu près une fois par mois. Après, je n'ai pu assister à ces cercles lorsque Qui le tout est parti dans la gestion de LBO, mais j'ai accédé à d'autres échanges et d'autres cercles, effectivement. Et c'est important, oui, pour le juriste, d'aller aussi se nourrir ailleurs que dans son écosystème. C'est important d'aller échanger sur les bonnes pratiques, les tips, les usages. Je sais qu'une fois, j'avais présenté ce qu'on faisait, par exemple, chez Kiloutou à d'autres en matière de vidéos pédagogiques, explicatives. On avait utilisé ça en matière d'actionnariat, notamment. Et les gens s'en faisaient une montagne en pensant que ça coûtait des dizaines de milliers d'euros, alors qu'on pouvait faire des choses assez simples, efficaces, pour être capable, avec 2 juristes, de toucher 6000 personnes, par exemple. Et puis au-delà de la question de la confidentialité, je pense qu'il faut pas avoir peur de parler et de dire ce qu'on fait en interne. Ça servira à tout le monde. Ouais, et pas avoir peur aussi, moi c'est un constat que je fais maintenant en étant un petit peu sorti, pas avoir peur de dire quand ça va pas aussi, parce Oui. que parfois je trouve que, et moi le premier j'ai été comme ça, hein, je le reconnais, on n'a pas envie forcément de dire il y a ça qui va pas, j'aimerais m'améliorer aussi là-dessus, enfin il y a toute une culture aussi autour de ça, on en parlera peut-être aussi, mais dans le positionnement du juriste, qui fait que bon voilà, on arrive plus facilement à parler à l'extérieur qu'en interne de ça, quoi. Donc on est capable de mettre des choses à plat en voyant un homologue autour d'un café ou d'une bière. Par contre, face à son patron ou ses patrons, c'est toujours plus difficile. Donc, mais il n'y a pas de raison. Le discours doit être le même, en fait. Oui, mais parce qu'on n'a pas envie d'être considéré comme moins performant ou comme... Ouais, et puis après, il y a beaucoup de sujets dont on parle actuellement aussi. On est vite à court de munitions ou de choses pour convaincre, et ça aussi c'est un pan entier de travail qui est intéressant à faire, et on en parle beaucoup aujourd'hui avec les débats sur les KPIs, etc., tout ce qu'on peut faire. Souvent on se fait claquer entre les dents que qu'est-ce que tu fais, quelle est ta productivité et tout. Enfin, on n'a pas le temps ou forcément les moyens de mettre en avant ce qu'on fait, parce qu'on est... Là aussi, je sors une image assez générale, mais on peut être créateur de valeur ajoutée, et on l'est. Donc, mais c'est dans le dialogue et dans la posture qu'on doit travailler tout ça pour y arriver, en fait. Et justement, pour revenir au positionnement, on en avait parlé en octobre dernier, lors de notre premier échange. On avait justement beaucoup discuté autour du positionnement à la direction juridique, et tu avais un avis, ou plutôt un constat d'ailleurs, qui était très tranché sur le sujet. Et selon toi, certaines directions juridiques, malheureusement, sont encore mal positionnées au sein des entreprises. Et justement, je me suis amusée à aller voir ta description sur ton profil LinkedIn, et tu parles même de combat contre une image, une réputation qui est lourde à porter, avec des verbatim qui étaient suivants: je ne vais pas les voir car ils vont encore dire non, c'est pas démarrant, ils ne font pas gagner d'argent, au contraire ils en font perdre, c'est de la perte de temps. Selon toi, d'où vient cette image que l'on colle souvent aux juristes? En fait, c'est généralement, moi je sors 3 justificatifs à ça, qui sont des constats assez partagés dans le monde des juristes d'entreprise. Il y a un poids de l'histoire pour moi, tout d'abord, hein, puisque les fonctions juridiques en France notamment ont toujours été créées à partir du contentieux, sauf erreur. Les premiers directeurs juridiques étaient des directeurs de contentieux, donc vous voyez tout de suite une connotation négative sur certains sujets. On n'est pas dans la notion du juriste qui accompagne, un peu comme outre-Atlantique, où il y a les fonctions légales qui accompagnent la direction avant même qu'on parle de litige, quoi. Donc il y a déjà ce poids de l'histoire et la façon dont le métier s'est structuré. Deuxième point, après, il y a aussi la formation dont tu as parlé tout à l'heure, Swazig, hein, c'est lié aussi à ça. Donc on travaille pas ce qui est le management. Moi, par exemple, j'ai managé jusqu'à une équipe d'une 15aine de personnes, mais j'ai jamais pris un cours de management, quoi. Je l'ai fait avec les tripes, le bon sens, et donc c'est pas facile tous les jours, mais on y arrive. Mais il y a des fois où j'aurais bien aimé être formé là-dessus, quoi. Donc le management, l'organisation, la gestion d'équipe, tout ça, on n'y est pas habitué, quoi. Et après, le dernier point qui explique aussi ça, on l'a entrouvert un petit peu tout à l'heure, je pense que c'est notre propre comportement.
On n'est pas les plus grands des communicants, faut le reconnaître, alors qu'on peut être super marrant et super drôle en off. Mais c'est vrai que quand on vient nous voir, quand on vient dans le bureau d'un service juridique, on sent effectivement qu'il y a un poids de l'image et un poids de l'histoire qui est souvent assez fort. Donc c'est pas le cas dans certaines entreprises, certains l'ont bien travaillé, nous on y avait plutôt réussi, même s'il fallait toujours faire des choses. Mais il y a des fois où effectivement on vous pousse pour y aller, quoi. Et puis il y a aussi une question de langage. Et, enfin, on parle souvent de langage clair. On parlait même de legal design sur des documents. J'avais lu une étude qui disait que seulement 5% de la population française comprenait le langage juridique. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah ça s'est beaucoup vu là avec les imageries, tout ce qu'on a vu là sur le Covid, etc. Quoi. On voit aussi qu'il y a des messages qui passent ou qui passent pas, et voilà, c'est pareil pour le droit, quoi. Donc ça, c'est un formidable outil aussi pour améliorer tout ça. Après, il y a autre chose, hein. On parle du legal design, du langage juridique clair et tout ça, mais rien que dans son comportement, sa façon d'être. Oui. Voilà. Alors moi, j'avais la chance d'être dans une entreprise où on n'était pas costard-cravate, mais j'ai l'anecdote, et il se reconnaîtra s'il nous écoute, mais d'un juriste que j'ai embauché et qui venait tout le temps en veste au début. Et à la machine à café, une rumeur courait que les commissaires aux comptes étaient là à plein temps. Voilà. Alors j'adore aussi les commissaires aux comptes, mais c'est vrai que là aussi en termes d'imagerie, eux ont la leur. Et le premier conseil que je lui ai dit, tombe la veste. Et c'est devenu, mais après ça a été quelqu'un d'énorme dans son boulot, comme le reste de l'équipe, dans sa façon de communiquer avec les autres. Et franchement, c'est des détails comme ça qui peuvent changer votre positionnement en termes d'image de façon positive ou négative d'un seul coup aussi. Tu peux ou tu peux le citer, je pense que... Il s'appelle Richard. Richard, ok. Bon, bah, merci. Il se reconnaîtra. Pour cette anecdote. Voilà. Moi, je sais qu'on m'a souvent dit, enfin, en tout cas régulièrement, « Ah, mais pour une juriste, tu es sympa. » Oui, ça fait partie aussi des verbatims, ça, ouais. Mais ça, c'est une fois que tu as discuté. C'est une fois que tu as commencé à te faire connaître, que la glace s'est brisée. Et ça, normalement, c'est dans 99,9% des cas. Hein. Je suis convaincu que les juristes sont tous de ce type-là. Mais c'est parce que la personne vient tellement avec ses préjugés et ses filtres que c'est comme ça. Mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Vous savez, hein, combien de fois j'ai dû aussi pousser mes équipes à leur dire mais allez voir les financiers, parlez-leur. Ah ouais, mais hein. Donc, vous voyez, il y a aussi des moments où chacun a ses propres filtres. Et nous aussi, on peut être des champions du monde, de se dire non, ils me comprendront pas. Donc voilà, c'est à chacun de faire un bout du chemin, je trouve, et de le faire. Mais bien sûr, choisir qu'on est très sympa en fait. Et il y a un énorme sujet aussi sur la création de la proposition de valeur de la direction juridique. Comment on met en avant les avantages que la direction juridique peut apporter, son offre de service, et puis comment justement on va au contact des autres. Est-ce que toi, c'est des sujets que tu as travaillé? Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, toutes les notions d'indicateurs ou de choses importantes qui prouvaient ce qu'on pouvait apporter, j'allais le chercher dans les activités de l'entreprise, en fait. Reprends l'exemple de l'immobilier. Voilà, l'immobilier, on s'est aperçu que c'était hyper stratégique. C'est pour ça que très tôt, on s'est doté d'un logiciel au début des années 2000. On parlait de logiciel à l'époque pour suivre les dates, etc. Et ce qui nous a permis de compiler tout ça et de passer d'un parc de 75 à plus de 500 agences et de piloter des choses efficacement. Je vous donne un exemple de la valeur ajoutée. Ça devait être en 2008. On a connu une crise cyclique dans l'entreprise. Il a fallu faire des économies, des programmes d'économie, et donc très rapidement, on a su driver et mettre l'expansion et l'entreprise sur des rails pour dire voilà les baux importants à renouveler, là où vous êtes dans des positionnements de renouvellement, de négo favorables, etc. On donne tout de suite la liste parce qu'on savait dans quels étaient les détails de chaque baux en fait. Et donc en ayant structuré tout ça, organisé tout ça, on a pu déterminer très rapidement un plan stratégique, quoi. Et en 2 mois en fin d'année, de mémoire, on a dû faire réaliser en signature d'avenant compris et tout, quelque chose comme 500 000 euros d'économie à la boîte, quoi. Donc en gestion des échéances, c'est ça, Christophe? Ouais, c'est ça. En déterminant tout de suite et en sachant là où il fallait négocier, on a pu arbitrer tout ça avec l'expansion, et après ils sont allés faire leur travail de
négo, mais au moins nous qui étions gardiens du temple sur toutes les données juridiques, etc., on était outillés pour ça. On a dit ce sujet on peut le piloter comme ça et vous pouvez partir. Alors que s'il avait fallu passer, je sais pas, déjà 1 an à retrouver ses contrats et à savoir où on en était, à pas connaître les dates comme ça arrive parfois ou autre, on n'aurait pas pu apporter ça et on n'aurait pas pu traiter ce sujet en fait. Et puis on aurait pu aussi, vous auriez pu, mais je m'inclus aussi dedans parce que ça a pu déjà m'arriver de louper des échéances et donc d'avoir des contrats qui se renouvellent, j'ai envie de dire bêtement, tacitement. Ouais. Tout à fait. Après, je peux vous donner un autre exemple aussi. Par exemple, on avait beaucoup d'amendes en matière de douane sur une question de comptabilité carburant. Pour notre activité, on n'y arrivait pas. Il y a des amendes qui tombaient un petit peu partout aux 4 coins de la France, qui pouvaient s'élever parfois entre 5 et jusqu'à plus de 30 000 euros. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit il faut centraliser tout ça. Donc, on s'est organisé pour qu'il y ait une remontée d'infos de tous ces contrôles, de toutes ces visites, en formant les gens en agence aussi à gérer un contrôle, que ce soit un contrôle DGCCRF, un contrôle douane. Et en faisant remonter toutes ces infos, on a pu compiler l'ampleur des dégâts, qui représentaient quand même plusieurs centaines de milliers d'euros sur plusieurs années. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est organisé, on a déterminé un plan d'organisation de tout ça, on a demandé à ce qu'on structure un petit peu ça mieux d'un point de vue informatique, etc., pour gérer ça autrement qu'avec des bouts de papier au fin fond des agences. Et surtout, on est monté avec un avocat spécialisé au niveau de la direction à Paris des douanes pour demander un plan de nous laisser quelques années de recul en montrant patte blanche pour dire voilà, on va se mettre en conformité. Comprenez qu'on a du mal à organiser, à gérer ça parce que notre métier ne le permet pas. Et ils nous ont laissé 3 ans pour nous mettre en conformité, ce qui fait qu'après, on avait coupé le robinet des amendes qui tombaient tous les ans et qui dans d'autres structures auraient pu passer à chaque fois à la compta avec le paraphe de quelqu'un qui dit allez, pour paiement, et puis on s'est encore pris ça. Non, là on a dit il faut agir et faire quelque chose. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Et ça, c'est toujours dans le leitmotiv, traiter des problématiques et non des problèmes. Voilà, c'est un bon exemple. Comme quoi, la bonne foi et la communication, ça reste quand même les maîtres mots. Ah oui, même dans les litiges et les contacts avec les extérieurs comme ça, moi, je garde de très bons souvenirs de réunions extérieures, même avec le fisc, des inspecteurs URSSAF, etc. Enfin, je pense que le juriste a aussi tout à gagner à montrer son sérieux, sa transparence, son organisation. De toute façon, c'est pas pour rien qu'à chaque fois on me poussait sur les premiers jours et les premiers moments des différents contrôles. C'était le juridique était une sorte de paravent pour montrer que la boutique était belle, quoi. Et sérieuse, ce qui était le cas. Là, on a pas mal évoqué le lien, on va dire, juriste opérationnel ou juriste partenaire. Si on se place maintenant du point de vue du lien entre juriste ou direction juridique vis-à-vis du COMEX et du top management, on constate aujourd'hui que les directeurs du juridique ne sont pas toujours au COMEX. Est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle c'est le cas ? Là aussi, je pense que le poids de l'histoire et de la structure dans laquelle vous êtes. Moi, clairement, par exemple, je n'ai jamais été au CODIR ou au COMEX parce que j'ai eu la chance d'avoir le parcours dont vous me parlez tout à l'heure. Mais en fait, le temps se passait et en fait, la question n'était pas forcément évoquée en fait, parce que vous êtes sur ces rails-là depuis le début. Donc, c'est un conseil que je peux donner, c'est d'essayer de se positionner très rapidement parce que et j'étais pas le seul. Par exemple, je sais que quelqu'un de l'informatique n'a pas été au CODIR. L'informatique, ça fait 2 ans qu'elle est au comité de direction en fait, par exemple dans mon ancienne structure. Donc souvent c'est le poids de l'histoire des gens qui y ont été et qui ont fait ça, quoi. Et après c'est aussi le positionnement de la personne. Peut-être que moi j'aurais pu le demander, comme on l'a dit tout à l'heure. Moi j'ai pas demandé les titres, mais j'aurais peut-être pu demander à y aller. Après on n'en ressent pas forcément de besoin parce que j'étais très bien raccroché à mes PDG, mes présidents, directeurs généraux. Parce que moi mon équipe était complètement dédiée à l'opérationnel, etc. Moi j'avais plutôt ce rôle de proximité aussi avec mes grands patrons. Et en fait très sincèrement des fois je me disais mais ça changeait rien que je sois dans cette réunion officielle où j'ai ce titre parce que je l'étais en off. Mais ça générait quand même un certain inconfort lorsqu'il y avait certains sujets à traiter. Donc c'est parfois un problème qui est entre les faits, les paroles, les actes. Voilà. Oui, c'est un sujet de positionnement en fait. Ouais. On est parfois plus crédible. Enfin, je mets des guillemets à ce que je dis, mais on peut paraître plus crédible en étant au CODIR, au COMEX, alors que dans les faits, qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas, on traitera le dossier de la même manière. Ouais.
Donc moi, je l'ai pas forcément mal vécu parce que j'étais dans les petits papiers de tout ce qui se passait là-haut. J'étais consulté régulièrement, etc. Par contre, ce qui doit être, je l'ai constaté en échangeant avec d'autres, ce qui est dramatique, c'est quand vous n'êtes même pas dans les petits papiers tout là-haut, quoi. Donc là, si on enlève tout, c'est un vrai problème de positionnement. Et là, pour le coup, vous avez une fonction juridique et un service juridique qui sont des purs exécutants, en fait. Ouais, Donc, j'allais dire. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Ouais. Et on parle justement souvent du terme business partner, du juriste business partner, et il y a des personnes qui approuvent ce terme, d'autres pas du tout, qui n'en peuvent plus. Ils ont marre d'entendre ce terme business partner. Enfin, ils présentent différents sens. Après, chacun a sa propre définition. Toi, justement, quelle est ta définition de ce terme? Est-ce que tu pourrais nous citer des actions que tu as mises en place avec ton équipe, une quinzaine de personnes, tu disais, pour aligner l'équipe juridique et les directions opérationnelles? Parce que l'alignement, ça reste un sujet super important. En fait, je pense que ce qui agace, c'est un peu la redondance du terme, hein, c'est pas son contenu, parce que son contenu, moi, l'image que je donne en français, c'est dire, c'est deux choses, hein. C'est un juriste qui connaît bien son organisation, son écosystème, les rouages de son écosystème, les jeux politiques de son écosystème, comment tout se joue, où sont les enjeux, où sont les risques. Ça, c'est le premier point, donc bien connaître son environnement. Et puis après, le juriste business partner, c'est celui qui est proactif, en fait, qui va sur le terrain, qui se remet en cause chaque jour et qui essaie d'être le fédérateur ou le capitaine dont je parlais tout à l'heure. Donc en termes d'exemple, nous, ce qu'on aimait bien pratiquer, c'était assez régulièrement, c'était de pratiquer ce que j'appelais des travaux d'introspection. Et c'était de faire le bilan de l'année. Donc on faisait par exemple ce qu'on appelait les journées de l'immobilier, où on avait fait un gros travail aussi en droit des affaires pour se dire voilà ce sur quoi on a travaillé sur toute l'année, où sont les enjeux, où sont les problèmes. Est-ce que là on n'est pas en train de s'époumoner sur un sujet alors qu'il y a autre chose à traiter? Il y a des gens qui viennent de telles fonctions, qui nous voient régulièrement, pour le coup, qui sont très sympas, qui viennent nous voir, qui disent qu'on est les rois du monde, mais qui nous accaparent peut-être un petit peu trop par rapport à d'autres qui viennent moins nous voir. Donc en fait, on faisait d'abord ce travail de se dire qu'est-ce qui anime notre quotidien sur la longueur, où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que ça fonctionne pas. Et ensuite, on prenait notre bâton de maréchal et puis on allait voir les patrons de BU, comme on disait, et on essayait d'être proactif en fait et de dire il y a ça qui fonctionne, il y a ça qui fonctionne pas. Est-ce qu'on peut pas travailler un petit peu différemment? Est-ce que finalement on devrait pas fédérer nos outils? Ça a été des choses hyper importantes aussi dans la structuration. Sur la fin, on a trouvé des idées pour fédérer des outils et digitaliser des sujets, par exemple, qui pouvaient sembler être des montagnes et qu'on a résolu sans aucun problème. Par exemple, on a renouvelé notre outil immobilier en trouvant quelque chose qui allait bien à tout le monde, qui avait un module pour l'expansion, pour suivre les chiffres d'affaires, il y avait un module pour les travaux, pour passer des bons de commande en agence pour des réparations, etc. Et ce qui fait que là où avant j'avais un outil purement juridique qui ne servait qu'au juridique, j'ai emmené ces deux directions-là avec nous. Et en plus, ça allait bien au financier parce qu'il fallait aussi y mettre des notions d'IFRS sur les baux, etc. Et voilà, le besoin, on a été le chercher dans l'entreprise, en fait, plus que d'aller le chercher que dans la fonction juridique. Et on a cofinancé à 4 un outil, finalement. Et on a fait avancer les choses comme ça. Et puis la mutualisation, ça permet aussi de réduire les coûts. Exactement, réduire les coûts, puis surtout ça te permet, ces échanges-là, on revient toujours au mode projet, au mode échange, te permettent de faire tomber des barrières en termes de connaissance des gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, on découvre que les gens, on peut être tous sympas entre nous, on tombe sur des process préhistoriques dans l'entreprise, notamment en matière d'assurance, on a pu travailler sur des process qui faisaient plus d'une dizaine de pages sur des sujets, et on s'est rendu compte que des gens, par exemple, sur certains sujets de centralisation d'infos, travaillaient avec 4 ou 5 tableaux différents, dans des drives, dans de l'Excel et tout, alors qu'en fait, en repositionnement une procédure simple, on arrivait à des procédures qui faisaient 1 page et demie, un seul tableau, des choses qui tournent, on va voir la DSI qui s'arrange pour améliorer tel ou tel sujet, on se montre un peu, et là on nous dit on est en train de modifier ça au niveau de la finance, il y a ça qui pourrait vous intéresser. Bon, on a été chercher des choses en fait qu'on n'aurait pas eu tant qu'on reste dans son bureau en fait. Donc Et ça se passait comment en termes de circulation de l'information juridique? Est-ce qu'il y avait par exemple une base de connaissances de la DJ à destination des opérationnels? Est-ce que tu as mis ça en place Alors, à la direction des opérationnels, c'était toujours l'éternel intranet, comme on l'avait dit, en fonction des sujets. Ça s'était pas mal développé aussi en matière d'assurance aussi. Il y avait eu pas mal de choses faites par les équipes assurance.
Moi, j'avais plus particulièrement participé à tout ce qui était actionnariat salarié. Donc là, on communiquait régulièrement. Il y avait des environnements dédiés. On faisait des vidéos, on faisait des envois par courrier de plaquettes. Parce que pour donner un ordre d'idée, on a fait dans nos LBO beaucoup d'actionnariat salarié. On est passé de environ 100 actionnaires personnes physiques à plus de 1700 actionnaires personnes physiques dans des manco, etc. Donc un truc de fou à gérer. Donc et on était 2 à gérer ça. Donc il a fallu mettre de la com et de la transmission d'infos, quoi. Quand ces gens-là, par exemple, devaient remplir leur déclaration d'impôt, bon ben déjà c'était pas notre rôle, mais on n'était pas capable de conseiller et d'apporter de l'aide à 1700 personnes. Donc il fallait expliquer les choses de façon pédagogique et simple. Donc voilà, c'était beaucoup de com et de transmission d'infos mise en forme. Et est-ce que t'avais de la visibilité sur la lecture de ces contenus-là? On entend souvent que certaines équipes juridiques mettent en place des mémos, des notes internes, des éléments qui sont parfois disponibles mais pas lus. Est-ce que toi, t'es arrivé justement à traquer si les opérationnels avaient bien lu les documents? Est-ce que eux, par exemple, venaient vers toi en te disant on a bien lu ces documents, merci, ça nous a beaucoup aidé? Comment ça se passait? On n'a pas compris. Ah bah on allait tester un petit peu, hein, donc on allait voir. Hein. Pour vous donner un exemple, par exemple, Virginie, notre juriste en droit des affaires, pouvait parfois aller en agence. Alors c'était pas des contrôles, mais parce qu'elle savait qu'on avait eu un contrôle des GCCRF régional, elle allait vérifier si tout allait bien et elle se rendait compte de ce qui était bien pratiqué ou pas, par exemple en termes d'affichage. Donc ça permettait à la fois, en allant sur le terrain, de se rendre compte de ce que eux vivaient aussi et de ce qu'on leur apportait et de voir justement si c'était pertinent ou pas. Donc on essayait d'ajuster avec ça. Il y a quelque chose qui se pratiquait beaucoup chez nous, c'était les stages agences, et je sais que c'était toujours difficile de les faire parce que accaparés par nos fonctions, etc. Mais j'ai mes juristes qui, au bout d'un moment, ont hurlé en disant on veut y retourner. Et on l'a fait quand on est arrivé, mais on veut y retourner. Ils y sont tous retournés. Et en fait, ça a été hyper intéressant pour eux parce que souvent, ce stage agence venait trop tôt avant qu'ils soient intégrés dans l'entreprise et ils n'avaient pas encore pris la mesure de leur poste. Et en y retournant 2 ans et demi après, ils avaient intégré tout ce qu'ils avaient pu gérer avec les opérationnels. Ils y sont allés avec des bataillons de questions, de trucs à améliorer en fait. Donc ça, c'est aussi un enseignement, c'est de sortir de son bureau et de sa coquille, c'est important. Et pour rebondir sur ce que tu dis, enfin moi je suis parfaitement alignée avec ça. Pour avoir passé 9 ans à SNCF, j'ai été visiter par exemple des technicentres ou des endroits typiquement ferroviaires, et ça permet de donner une autre vision sur son métier, sur l'entreprise à laquelle on appartient, et on ne travaille plus de la même manière. Et d'ailleurs, si je peux donner un conseil à tous les gens qui écoutent ce podcast, c'est d'aller visiter, notamment pendant les journées du patrimoine, bon, quand le Covid sera fini, d'aller visiter le Centre national des opérations ferroviaires, le CNOF, qui est Gare de l'Est. C'est juste un petit bijou pour comprendre comment les trains circulent et pourquoi parfois il y a du retard, ou voilà, comment tout ça se met en marche. Mais avoir des visites terrain, voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, c'est essentiel. Et moi, tu vois, des choses que j'ai compris, même après quelques années chez Kiloutou, c'est en allant louer mon premier matériel pour bricoler chez moi, je me suis rendu compte de la complexité que ça représentait, quoi, d'à la fois faire un contrat commercial, d'expliquer la mise en main des machines, d'aider les personnes à charger les machines, voilà. Et puis tout d'un coup, tu te dis, ah ouais, quand on demande aux gens de remplir 3 formulaires autocarbonés, et de faire le tour du machin, ouais, il faut optimiser ça, et puis voilà, on va chercher les idées dans ce qu'on a vécu, dans leur vécu aussi, pour adapter ce qu'on fait, parce que, et régulièrement, on nous rappelait aussi à l'ordre là-dessus, on nous disait, bon, attention, ce que vous faites doit être praticable, en fait. Je suis sûre que tu as des anecdotes très drôles à nous raconter sur les... Sur la location de matériel, oui, c'est un métier tellement fabuleux qu'il y a des anecdotes, on en a plein, il y a des choses qui nous ont fait pleurer de rire, quoi. Ouais. Par exemple, le jour où on a reçu une lettre directement en nous disant, c'était une dame, qui nous remerciait d'avoir refusé la location d'un véhicule à son papa, parce que son papa était alcoolique, quoi. Ah oui, d'accord, ah oui. Et que donc on avait, en refusant et en faisant bien notre métier, notre enseigne avait fort bien fait son métier, et voilà. Et ce courrier-là nous avait fait hurler de rire, quoi. Enfin, on s'attendait à un courrier de contentieux, de litige, encore à gérer, et en fait, c'était des remerciements, donc... Oui, c'est plutôt rare dans ce sens-là. Voilà. Et pour revenir un peu à la direction juridique et à son image, d'après toi, quelles seraient les actions très concrètes ou les moyens qui permettraient d'améliorer cette image ?
Bah déjà, c'est un truc, je trouve, qui manque souvent dans les entreprises. Et là, c'est pareil, on devait souvent taper à la porte. C'est se faire connaître dans ce qu'on appelle l'onboarding. Faut s'insérer tout de suite aussi dans les cursus d'intégration des nouveaux en entreprise lorsque c'est possible. Moi, je sais qu'au début, on n'y était pas forcément quand on faisait venir des nouveaux cadres, etc. Et au bout d'un moment, on les a revus sur le terrain. Ils nous ont dit, mais c'est dommage qu'on vous ait pas vu avant. Donc, on a pu être intégrés ensuite et faire des présentations parce que finalement, les premiers que ces gens-là devaient appeler lorsqu'ils étaient patrons de région, choses comme ça, c'est parce qu'il y avait des choses pas simples à gérer et on les tournait souvent vers nous. Donc beaucoup de choses à faire pour aller s'immiscer dans l'onboarding de tous les gens de la boîte, de prévoir de la com là-dessus pour être connu au départ, pour que la fonction soit, on se dise, elle est là en fait. Un organigramme à jour. Un organigramme à jour et puis de qui fait quoi aussi. C'est important. Nous, dans notre intranet, on avait déterminé ce que chacun faisait. Pour ci ou ça, vous contactez un tel. Enfin voilà, on décrivait les fonctions de chacun. Voilà. Puis après, on prévoyait ces processus d'intégration, on prévoyait souvent une journée, en 2 demi-journées sur des sujets, et les juristes intervenaient à tour de rôle pour présenter leur métier, ce qu'ils faisaient, et on mettait tout de suite l'accent sur les sujets chauds à gérer sur le terrain, ce qui avait déjà été fait pour les protéger, pour les aider, pour les accompagner, voilà, et on passait en revue tout ce qui allait de la gestion de risque de crise, en passant par les contrats commerciaux, en passant par la façon dont je gérais l'immobilier, etc., parce que tout était centralisé chez nous. Et là, ça permettait à chaque juriste de se présenter. Donc le nouveau, qui ensuite allait repartir à l'autre bout de la France, avait passé une demi-journée ou une journée avec nous et avait déjà mis des visages sur un métier avec les préjugés qu'on pouvait avoir. On avait déjà cassé un petit peu la glace, quoi. Faire des journées d'intégration aussi. Ouais, et pour nous c'était super intéressant aussi de voir les nouveaux parce que on pouvait capitaliser aussi parce que certains nous disaient dans mon ancienne boîte on faisait comme ci ou comme ça, et là on a pu vivre les deux choses, quoi, des gens qui ont pratiqué des choses dont nous on ne voulait pas entendre parler parce que non mais c'était pas ça le droit, on t'explique, c'est pas notre avis à nous en tout cas, et des fois des bonnes pratiques avec des gens qui ont pu aussi nous faire progresser et nous aider en fait. Et j'ai une petite question qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, désolée Christophe, une question un peu bonus. En ce moment, tu sais, on est en pleine période de couvre-feu. C'est très compliqué pour les juristes fraîchement diplômés ou les étudiants de trouver un stage, un premier emploi, de décrocher un premier job. Toi, en tant que directeur juridique, est-ce que tu aurais un conseil éventuellement ou pas pour dire à ces juristes en herbe comment se mettre en valeur, comment vraiment bien préparer leurs entretiens pour réussir à se démarquer, parce que la concurrence me paraît super rude en ce moment. En fait, alors après c'est qu'une histoire de filtre et ça va être le mien, hein, mais moi j'ai toujours adoré les gens qui étaient pas dans le moule en fait. Moi le premier, je pensais être un petit peu comme ça, mais dès le début, moi j'ai adoré les gens qui faisaient preuve d'humilité, qui avaient bien justement s'étaient bien renseignés sur l'entreprise. Donc attention, ça peut être à double tranchant quand vous arrivez avec des chiffres qui datent d'une présentation il y a 5 ans ou que le site internet n'était pas forcément à jour, vous avez eu des mauvaises infos, c'est pire que mieux, quoi, de faire semblant qu'on connaît l'entreprise. Donc voilà, mais il faut arriver et montrer de l'intérêt pour la boîte en fait, et puis essayer de s'intéresser à ce qu'on va faire, quoi. Donc et à contrario, je vais vous raconter aussi une anecdote, hein, le pire qu'on ait eu un jour, c'est un juriste qui dit devant mes 2 juristes en droit des affaires, de toute façon moi je ferai pas de droit des affaires, je veux faire du M&A. Donc voilà, et là mes 2 juristes en affaires ont jeté un regard de braise sur cette personne. Et voilà, et on l'a pas pris parce que ça manquait d'humilité au départ. C'était peut-être quelqu'un de très gentil, mais qui voulait bomber le torse inutilement en fait. Ouais. Donc je pense qu'il faut être simple, être soi-même, c'est toujours ça. Voilà, après ça n'est que mon filtre, comme je le répète, parce que nous on avait Se renseigner sur les personnes qui c'est ça, se renseigner sur les personnes et sortir du blabla classique, quoi. Ah, vous êtes les meilleurs de la location de matériel, par exemple, etc. Non, enfin, voilà, ça, c'était trop facile, quoi. Donc, il faut un minimum ça se travaille, un entretien, en fait. Quand on cherche un travail ou un stage, c'est de l'investissement et il faut montrer sa motivation aussi, quoi. Et puis, il faut adapter son CV à l'entreprise. Oui, tout à fait. Bon, écoute, merci beaucoup Christophe pour ce conseil un peu bonus. Je pense qu'il sera quand même assez précieux. On va passer à la dernière partie de l'épisode. Déjà ?
Ouais, déjà, ça passe vite. Généralement, quand on passe un bon moment, ça passe vite. J'espère que ce sera partagé par les personnes qui nous écoutent. En tout cas, moi, je passe toujours de très bons moments. Donc, dernière partie de l'épisode, 4 questions, et je t'invite à répondre du tac au tac. Ça te va ? Yes. Super. Alors, première question, si tu devais révolutionner un processus métier dans le métier de juriste, quel serait-il ? Alors, il y a plein de choses qui ont déjà été dites, mais du tac au tac, on arrête de positionner les juristes dans un bâtiment au 2e étage, 3e sous-sol, dernier bureau au fond à gauche. On les positionne à un endroit où il y a du passage, on leur permet de voir des gens, parce qu'on a une fonction centrale et hyper importante aux yeux de plein de gens, donc on arrête de nous mettre dans des bâtiments là où personne ne va. Est-ce que tu prônes l'open space ? Ah non. Alors ça a été un grand débat au sein de... Parce qu'on a changé de siège en 2017, parce que j'étais encore chez Kiloto. Tout le monde passait en open space. Par contre, moi, je m'étais battu pour les juristes soient dans un open space, mais on avait ce qu'on appelait une salle de silence, et qui était une salle de réunion où les juristes pouvaient aller pour réfléchir, se positionner, parce qu'on en a besoin de ce silence ou de ce côté je me mets dans ma bulle. Donc on faisait partie des rares services qui avaient obtenu ça dans un siège où il y avait beaucoup d'open space en fait. Donc et elle avait beaucoup de succès, cette salle de silence, puisqu'on venait régulièrement nous la demander. Ok, très clair pour moi. Deuxième question, quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes ? On l'a dit un petit peu avant, mais je résumerai ça avec un mot aussi, alors qui parfois est un peu galvaudé comme business partner, mais il faut faire preuve de beaucoup d'empathie vis-à-vis de ses clients internes. Et quelque chose dont on n'a pas parlé, il faut aussi faire preuve de cadrage, c'est-à-dire faut pas se laisser marcher sur les pieds. Faut pas non plus être le ou les juristes qui disent amen à tout. Donc quand il faut savoir dire non, il faut savoir dire non. On gagne en positionnement. Et en crédibilité. Ouais, exactement. Ouais. Troisième question, Christophe. Quels outils... C'est le temps additionnel pendant le match, c'est ça hein. Exactement. Je te laisse un peu de temps pour souffler parce que je sais que tu es moins doué que moi. Donc, puis là, il n'y a plus de changement, il n'y a plus de remplaçant. Là, c'est la dernière ligne droite. Mais je te tiens au défi, on va vraiment faire ce match. Quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique ? Bon, là, c'est plutôt dans le contexte où tu étais directeur juridique il y a encore quelques mois, un an. Ouais. Qu'est-ce que vous utilisez comme... En fait, je vais résumer un peu ce qu'on s'est dit. On a utilisé très tôt des outils intranet, des outils de digitalisation assez tôt alors j'ai parlé de l'immobilier, d'un outil pour suivre les baux, on avait un outil pour suivre les contentieux aussi. Après, on a utilisé beaucoup d'outils qui sont une partie aujourd'hui des grands sujets de legal design, des vidéos. Beaucoup de vidéos, de documents mis en forme pour simplifier les choses, expliquer aux gens comment ils devaient faire, etc. Puis sinon, moi, mon outil préféré, et ça, mon équipe, si elle écoute aussi, avec qui j'étais, se souvient de mon bon vieux paperboard le matin à 9h dans mon bureau avec mes feutres de couleur pour faire des dessins et puis imager, dessiner les problématiques pour trouver les solutions. Voilà. Et après, on aimait bien aussi tout ce qui était travail en mode projet, organiser, rythmer les échanges avec les uns et les autres. Donc, par exemple, c'est quelque chose dans lequel on intervenait, notamment lorsqu'on fusionnait les boîtes qu'on avait achetées. On était au début et à la fin du process aussi, avec des spécialistes de gestion de projet, mais nous, on essayait de venir rythmer ça. Comme notre problématique juridique était au début, au rachat de la boîte, la prise de clé, à la fusion, la collaboration avec les gens du social pour l'intégration des salariés, enfin énormément de mode projet aussi pour pas perdre le fil en fait. Ok, très très clair, merci Christophe. Et dernière question, ma question préférée. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il ? Je leur dirais foncez, parce que c'est vraiment un métier passionnant et dont ce qu'on entendra connaître est juste passionnant. Faut juste un petit peu se dire, on l'a dit tout à l'heure avec le recrutement, que c'est pas forcément le monde des bisounours, je me répète un petit peu, mais parce qu'il y a ces questions de positionnement, d'image, mais une fois qu'on est prêt à se tanner le cuir, comme je le disais souvent un petit peu aussi, on grandit énormément et je pense que on apprend énormément de choses en fait. Il faut pas avoir peur aussi, excusez-moi, je vais encore donner une expression, mais nous on appelait ça les chiens écrasés. Faire des choses plus petites ou des chiens écrasés, c'est pas anodin en fait, parce que ça permet de bien comprendre son contexte. Et donc démarrer simplement, petitement et gravir les choses pas à pas, que ça soit dans son positionnement ou dans les sujets traités, au bout d'un moment ça colle et ça match. Moi, je me rappelle de choses dont je me faisais une montagne au début, qui après passaient comme une lettre à la poste. Et quand on se dit ça, c'est qu'on se dit, mince, j'ai progressé.
et je suis capable de gérer 150 chiens écrasés en même temps parce que j'ai mis en place un process pour ça. Alors qu'avant, chaque chien écrasé me donnait une nuit blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faut accepter aussi de gravir les échelons, c'est un petit peu ça le message que je veux donner. Et pour reboucler la boucle avec tes propos du début, Selma, bah oui, j'ai démarré assistant juridique. J'aurais pu faire la fine bouche à me dire je veux autre chose, je veux un poste tout de suite de juriste. Oui. C'est pas ce qui a primé pour moi. Ce qui a primé, c'était de travailler et d'aller sur le terrain et de m'immerger dans une entreprise. C'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai choisi Intermarché au début, parce que je me suis dit c'est une enseigne, j'étais motivé pour travailler pour une enseigne, pour l'image d'une enseigne. Donc voilà, donc faut pas faire la fine bouche au départ aussi, en fait. Ouais, se détacher du titre au départ, et puis enfin. Ouais, et c'est ce qu'ont fait des gens chez nous, hein, puisque là l'équipe actuelle en place après mon départ est peu ou prou la même depuis pas mal d'années. Ils ont pu tous découvrir qu'une fois qu'on a mangé certaines choses et certains dossiers, intellectuellement on progresse quand même énormément, et que après ça permet de se valoriser soi-même, quoi, qu'on reste ou qu'on veuille partir dans une autre société d'ailleurs. Et puis en complément, j'ai presque envie de dire aux jeunes juristes que sur un malentendu, vous pourrez être apprécié. Ouais, tout à fait, ouais, c'est bien résumé. Écoute, merci beaucoup encore Christophe. Si justement ces jeunes juristes ou même d'autres personnes veulent prendre contact avec toi pour te poser une question ou éventuellement te lancer un défi sur un foot ou un basket, un peu comme moi, sur quel canal tu veux qu'on te contacte ou tu préfères qu'on te contacte? Bah là, plus précisément sur LinkedIn, c'est parfait. Et après, on l'a pas précisé au départ, donc je ne suis plus directeur juridique parce que j'ai choisi de partager, de mettre à profit cette expérience dont on a parlé et ce vécu en créant mon cabinet de conseil. Hein. Je communique de plus en plus sur le sujet. Et donc, dans quelques jours, quelques semaines, il y aura aussi d'autres moyens de contact, mais pour l'instant, c'est LinkedIn. Ben, on les mettra tous en lien dans la description de l'épisode. Et puis, n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec Christophe, que vous soyez juriste. Bah, après, ça finit comme avec Selma, quoi. On discute au mois de novembre et on fait un podcast au mois de février, quoi. Voilà. Et un podcast, c'est bientôt en foot. Moi, la seule chose à laquelle je pense. Ouais. Bah, je vais contacter RMC pour la partie vidéo. Ok, je m'en occupe, Selma. Tu n'es vraiment pas prêt. Hein. On va essayer de constituer une équipe côté Séraphin, au moins avec 5 personnes pour se faire un futsal, mais ça va être. Mais je pense que vous allez galoper et courir. Vous êtes plus jeune. Moi, je vais devoir la jouer plus vieux briscard. Mais non, on n'est pas tous jeunes chez Séraphin d'ailleurs. Mais... Ça va, oui. On arrête les remarques sur l'âge. Et puis encore merci Christophe, mille merci. Merci à vous, c'était super passionnant, intéressant, et j'espère qu'effectivement tout ça peut inspirer plein de gens dans leur quotidien. Et puis on croise les doigts pour toi. Exactement, on croise les doigts. Merci à vous. Salut Merci, bon après-midi. Allez, bye bye, bon après-midi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur séraphin.légal, section « Demandez une démo ». Merci encore et à très vite.